Chers auditeurs, auditrices, bonsoir. Vous écoutez UFO Conscience, l'émission 100% OVNI. Je suis très heureux de vous retrouver pour la dernière émission de l'année. Et oui, une année qui a été très riche pour moi, tant vos nombreux messages de soutien m'ont beaucoup touché et m'ont donné envie de continuer cette émission unique sur la bande FM. Je tiens d'ailleurs à remercier Mike Shannon des Chats Sauvages qui a tout fait pour que cette émission soit diffusée sur une radio comme c'est le cas actuellement, avec Radio Nord-Bretagne, et son responsable que je remercie également. Désormais une longue pause m'attend, mais ne vous inquiétez pas. Je reviendrai au cours de l'année 2015 sur YouTube et Radio Nord-Bretagne avec de nombreuses surprises. En attendant, je vous propose d'écouter un ami pour lequel j'ai un profond respect. Il s'agit de Bruno qui va nous parler de ses expériences de mort imminente. Bonsoir Bruno! Bonsoir Olivier, bonsoir la France. Et bonsoir le Québec! Ah ben oui, absolument. Voici une tradition qui s'établit de saluer le pays de notre contrepartie finalement, de notre animateur, de notre hôte et de l'invité que je suis. C'est Eh oui, on parfait. peut dire que maintenant t'es un habitué de l'émission, hein? Oui, c'est ça, c'est mon troisième passage. J'en suis fort ravi, là. Il semblerait que le public apprécie et que tu apprécies. Ça me fait un petit velours, je dois t'avouer. Au point Ça que fait je du me bien. demande s'il faudrait te présenter, mais oui, on va le faire pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Bruno, qui es-tu? Bon, je suis un homme qui vit au Québec, célibataire, qui recherche une dame âgée entre 35 et 55 ans. Et puis, je suis généreux de ma personne et de ma bédaine. Et puis, Un gentleman. oui, très confortable le dimanche matin sur la bédaine. C'est un confort assuré. Et puis, c'est ça, je suis quelqu'un qui a travaillé un peu en radio, dans le domaine du communautaire, mais de façon professionnelle et bénévole, également dans la vidéo, production vidéo et réalisation d'œuvres artistiques qui ont Oui, alors, participé à plusieurs festivals. ex-animateur radio. Pendant combien de temps tu étais animateur radio? En tout et partout, ça s'est étalé, mon expérience s'est étalée sur une dizaine d'années environ. Alors au début, j'étais comme chroniqueur, et puis co-animateur, et puis animateur, et puis après ça, monteur de mes propres émissions. Et puis finalement, on m'a engagé pour faire tout ça de façon formelle, puisque ça... Radio communautaire CKIA FM, hein, c'est bien Oui, ça? oui, absolument, le 88,3 sur la bande FM, qui ont également on peut l'écouter sur Internet aussi, on tape CKIA FM 88,3 et puis vous arrivez sur le site et vous pouvez en écouter. Mais vu que c'est une radio communautaire, les gens proposent des projets d'émission et ils sont acceptés. Alors, il y a toutes sortes de gens qui viennent faire ça. Moi, je suis comme un animateur maison, si tu veux. J'ai toujours été un petit peu dans un des animateurs récurrents là, qui venait faire un travail et un autre, une émission et une autre, jusqu'à ce que ce soit professionnel, tout simplement. Voilà. Mais c'était il y a quelque temps. Donc, ça peut expliquer peut-être que je sois volubile et verbomoteur aussi. Tout ça vient dans le même paquet, finalement, vient avec le même emballage. Voilà, voilà. Ouais. Alors, tu avais accepté de parler de tes expériences lors de la dernière émission, mais nous n'avions pas eu le temps tellement il y avait tant à dire avec les extraterrestres. Oui, c'est vrai. C'est Hein? verbomoteur, hein? Ce soir, on Genre, va légèrement changer de sujet. J'aimerais que tu nous parles de ton expérience de NDE, c'est-à-dire l'expérience de mort imminente que tu as vécue en 2006. oui, NDE pour Near Death Experience, qui est un acronyme en anglais. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi en français on utilise ces acronymes anglais, mais expérience de mort imminente. Oui, en français, ouais, c'est EMI, Ouais, expérience de mort imminente, ouais. c'est ça. Donc la fameuse histoire là, connue depuis un certain temps où l'on se sent comme aspiré dans une sorte de tunnel avec une lumière au bout, et puis on se rend compte que c'est le train qui fonce sur nous. Et puis, mais c'est ça, c'est une expérience très, je pourrais te dire que c'est atypique.
comme expérience. Il y a probablement des variations, des différences qui peuvent survenir d'une expérience à l'autre, mais ça fait peut-être l'intérêt d'en parler, finalement. Les gens vont peut-être sourire parce qu'il y a quand même un petit côté comique au fond de tout ça, au bout de la ligne, là. Je pense que, entre nous, hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés, hein. Mais toi, ça t'est arrivé donc en 2006. Oui, 2006, hospitalisation urgente. J'ai eu des problèmes, des douleurs au ventre, à la poitrine. J'avais l'impression qu'il y avait du liquide qui s'immisçait entre ma peau et puis ma cage thoracique et dans le ventre, entre la peau. Tout ça, c'est une sensation comme ça. Finalement, et c'était extrêmement douloureux. Alors, j'ai quitté le travail en disant je suis plus capable, il faut que je retourne chez moi. C'est la deuxième fois que ça À l'époque, m'arrivait. tu étais animateur radio à l'époque. Oui, oui, effectivement, animateur radio et je faisais de la vidéo corporative aussi comme caméraman et monteur. Et j'étais déjà allé à l'hôpital en ambulance parce que c'était trop douloureux. Et puis, on m'a retourné à la maison 3 heures plus tard. On m'a donné de la morphine. Je remercie l'inventeur de cette magnifique invention parce que ça a instantanément apaisé la sensation de douleur. Et ça m'a repris une semaine plus tard, enfin quelques jours plus tard. Et là, c'était en taxi. Puis là, ça m'est déjà arrivé il y a quelques jours. Alors, au triage, ça n'a pas été très long. On m'a tout de suite envoyé à l'urgence. Et finalement, après quelques examens, on a découvert que ma vésicule biliaire était morte, était Oh. arrivée en fin de vie Ah bon? et qu'elle, Alors. oui, et qu'elle était en train de se décomposer dans mon tronc, dans mon corps, finalement, et que c'est le pus et toutes ces petites choses fascinantes qui étaient en train de m'empoisonner à petit feu, mais avec vraiment virulence. Alors, la crise s'est passée. Alors, j'avais plus de douleur et tout ça. Puis là, le médecin m'a dit, ben, écoutez, là, on peut vous opérer maintenant ou on peut vous opérer la prochaine fois que ça va survenir. Mais là, c'est en train de se décomposer dans mon corps. Ce serait préférable de vous opérer maintenant. Alors, pas de problème. Alors, j'ai fait en tout et partout 6 ou 7 jours sur une civière dans l'urgence, dans un corridor de l'urgence à l'hôpital. Moi, j'ai pas fait de crise de nerfs ou quoi que ce soit là-dessus. J'étais bien traité et tout ça. Alors, l'opération survient. Est réalisée par un chirurgien en parascopie. C'est-à-dire qu'on entre des instruments par le nombril et par un autre petit point dans le ventre, avec caméra, éclairage et tout le Bataclan technique. Et ça le réveille, tout simplement, sur l'étage des chirurgies. Et on me ramène à ma chambre. Je suis dans un état, à ce moment-là, semi-conscient. Mhm. Donc, je prends la peine de le préciser. Je ressors d'une anesthésie et j'ai du Démérol qui m'a été donné après l'opération pour éviter toute douleur. Et j'étais sur Alors la attends, morphine. Demerol, c'est ce qu'on avait donné à... Enfin, c'est ce que prenait Michael Jackson, il me semble. C'était le Proférol, quelque chose comme ça. Et puis le Démérol fait partie de ces médicaments antidouleurs et comme la morphine d'ailleurs, on peut devenir accroché chimiquement, là, Accro à ça, ouais, ouais. accro, oui, exactement, à ces médications-là. Alors, j'étais sous ce cocktail, si tu veux, de médication en sortant de l'opération. Alors, évidemment, on me ramène, je suis semi-conscient, je vois le plafond, on me rentre dans un ascenseur, là, on m'installe dans une chambre confortablement, je ressens pas de douleur, tout va bien. Et puis, j'avais tout à coup l'impression, évidemment, c'est ces médications-là qui faisaient effet sur mon cerveau, j'avais l'impression qu'on parlait très fort. J'entendais clairement les conversations des infirmières, parce que ma chambre était tout près du comptoir des infirmières. Mhm. Et j'avais l'impression que
je voyais pas la porte parce que j'étais sur le bord de la fenêtre, une chambre à trois patients, une personne qui est à ma gauche, séparée par un rideau opaque, un rideau de chambre d'hôpital. Et en face de moi, il y a la salle de bain de la chambre, la porte de la salle de bain de la chambre d'hôpital, et il y a une dame qui est là, qui dormait. Donc, on était trois personnes. Bon, une personne à côté de moi que je ne Trois voyais pas. personnes dans la pièce, dans la chambre. Dans la chambre, moi étant la dernière personne arrivée. Et j'avais l'impression qu'il y avait un grand hall circulaire à l'extérieur de la chambre. C'était une illusion auditive. C'était très particulier. Euh, Chose à savoir, je suis pratiquement myope comme une taupe. En fait, j'ai pas de la myopie, c'est de l'astigmatisme mélangé avec une autre. Fait, j'ai deux maladies de l'œil finalement combinées. Alors, je porte des verres et ça se C'est-à-dire que tu ne détériore. vois pas de loin et pas de près, c'est ça, non? Exactement. Si j'enlève mes verres, je ne vois absolument rien. OK? Et à cause de l'étrange combinaison de maladies, à cause de l'astigmatisme, je ne peux pas avoir. On m'a dit que c'était faisable maintenant, là, mais à l'époque, je ne pouvais pas vraiment me permettre d'avoir des verres de contact, finalement, à cause de la forme c'est la rétine qui est l'espèce de lentille là, qui est en contact avec l'air, finalement, Mhm. la partie externe de l'œil. Alors, bon, alors je n'avais pas mes verres, évidemment, au cours de l'opération, et encore moins dans la chambre après coup. Cependant, je voyais tout et tout à fait clairement. Ah ouais. Oui. Alors, message ici, C'est-à-dire que tu as ce souvenir-là, que tu voyais tout limpide, tout de clairement, façon limpide, et comme et tu étais j'avais. bien conscient encore, hein. Ouais, ouais. Oui, ben, bien conscient, c'est comme je te dis, je suis sur le Démérol et tout ça. Alors, avis aux pharmaciens et aux médecins éventuellement à l'écoute, chercher dans les molécules du Démérol et de morphine et compagnie les propriétés qui ont fait que je voyais clairement, mais absolument clairement, tout ce qu'il y avait autour de moi et tel que je n'avais jamais vu depuis mon enfance, finalement. Je porte des verres depuis l'âge de 12 ans environ. Alors, c'est une question de chimie et de réaction du cerveau ou c'est autre chose. Et je pense que c'est autre chose parce que le temps que je passais étendu sur le lit, je n'arrivais pas à dormir. Euh, un infirmier est arrivé et est venu vérifier l'appareil, le moniteur de signes vitaux qui était à côté de moi. Et lorsque ce jeune homme d'environ 25 à 30 ans est entré dans mon champ de vision, c'est-à-dire lorsqu'il est entré dans la pièce, puis il a passé au-delà du bout de rideau qui m'empêche de voir et l'entrée de la chambre et la personne qui est à ma gauche dans la chambre. Dès que ce jeune homme est arrivé dans mon champ de vision, eh bien, je voyais émanant de son plexus solaire un rayonnement exactement comme si on installait une boule disco. Tu sais, les fameuses boules qu'on éclaire dans les discothèques, là. Mhm. Exactement, ça faisait un faisceau, un rayonnement de faisceau comme ça, mais sortant uniquement du plexus solaire. Donc, c'est comme si on avait placé une boule disco devant un trou, tout simplement, et qu'il y avait juste une partie du faisceau qui sortait. Mhm. Et C'est étonnant, hein. oui, c'est ce qui me fait affirmer que j'étais pas nécessairement, euh, comment est-ce que je pourrais dire, guéri de ma vision à cause des effets chimiques. Mais j'étais peut-être en train d'avoir une hallucination, mais une hallucination cohérente de ce type-là, ça me surprendrait avec la suite des événements. Alors, la personne s'approche et puis, étrangement, ce faisceau de lumière coupait net devant lui, à peu près à la distance de confort que l'on a entre les gens. Quand on dit que quelqu'un entre dans notre bulle, par exemple, on se sent inconfortable parce que la personne est trop près de soi. Donc, c'était un petit peu cette distance-là. Je dirais c'était peut-être, je ne sais pas, je me souviens plus. Je me souviens plus réellement. J'en ai parlé il y a un an, et puis je pense que je pouvais me souvenir de la distance, mais je me souviens de l'image.
Alors, cette personne-là vient à côté de moi et vérifie le moniteur et tout est correct, tout se passe bien. La personne s'en va. L'infirmier s'en va, tout va bien. Euh, et moi, je continue à voir parfaitement, et tout à fait clairement, le rideau, le lit où je suis, la fenêtre, À ce moment-là, dehors. tu es dans une position donc couché sur le dos. Oui, couché euh, sur le dos, et, sur le lit et d'hôpital. ta vision, c'est de ton corps, hein, on est bien d'accord, hein, pour l'instant. Ben, c'est là, c'est que il y a comme le point de là d'où se trouve la vision, c'était, je sentais pas de différence avec la façon dont on voit normalement. Là. Mes yeux, je pensais que mes yeux voyaient ce que je voyais, mais je voyais trop clairement, ça se pouvait pas. Donc c'est comme si soit que j'étais vraiment sur un trip de drogue à cause de la médication, mais c'était ça. C'est que c'était comme, je pensais que c'est mes yeux qui voyaient très bien. Alors, je tournais la tête et puis ça suivait, tout suivait. Je regardais à gauche, à droite, ça suivait. Puis des fois, je me fermais les yeux. Comme, ben, j'étais légèrement relevé, en fait, comme, tu sais, le lit d'hôpital, on peut relever le dossier légèrement pour mettre le patient plus confortable, un petit peu comme s'il y avait une oreiller, plus l'oreiller. Puis Mhm. c'était approprié, dans une position appropriée suite à l'opération, pour le type d'opération. Et là, soudainement, euh, de nulle part, en dehors de mon champ de vision, au-dessus de moi, j'ai pas pu lever les yeux suffisamment haut, entre guillemets, pour voir, mais une lumière intense s'est allumée au-dessus de moi. Et ceux qui connaissent je le dis toujours de cette façon-là, quand on me demande d'en parler, ou qu'on me dit allez, tonton Bruno, raconte-nous cette fois où tu es. Bon, tu sais. Alors, je le raconte toujours un peu de la même façon. Les gens qui font de la vidéo, de la photographie, du cinéma, quoi que ce soit, vont tout de suite voir le truc. C'est comme si on avait allumé un projecteur de 5000 watts au-dessus de ma tête. Tellement l'intensité était forte. L'intensité était forte. C'est pour ça que je ne ressentais aucune chaleur, parce qu'un 5000 watts, ça dégage beaucoup de chaleur. Et il n'y avait aucun éblouissement. Ah, Je voyais, oui, c'est ce que j'allais te demander, ouais. c'est ça. Je voyais le rideau qui me séparait de l'autre lit à ma gauche, très, très, très lumineux, mais sans que ça m'éblouisse. La lumière qui tombait sur moi était extrêmement lumineuse, mais sans éblouissement, sans réflexe, l'iris qui se referme, puis la sensation, tu sais, on plie les yeux, puis on se ferme les yeux, rien de tout ça. Et tout ça était au-dessus de moi. Et là, j'ai fait, ben voyons, Hmm. tu sais, j'étais pas là tout à fait, tu comprends? C'était comme, que se passe-t-il? Et soudainement, je me suis senti comme si je commençais à m'élever carrément, à sortir, à me mettre à voler comme un ballon, finalement. Je montais très, 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 très lentement vers cette lumière-là, dont je ne voyais que l'effet autour de moi et sur moi, que je ne pouvais pas voir directement. Et, euh, et là, j'ai réalisé, je suis en train de mourir. Pourtant, il n'y avait aucun. Le moniteur de surveillance médicale s'est pas mis à crier, il n'y a pas eu d'alerte, il ne s'est rien passé du tout, du tout, du tout, du tout. Ben, je commence à flotter comme ça, tout à fait léger. Je commence à m'élever. Tu sais, j'ai pas levé beaucoup, pas très, très, très haut, mais quand même, je sentais que j'étais en train de m'envoler vers cette lumière-là. Puis là, j'ai réalisé, ben, j'étais en train de mourir. Puis je me suis dit, c'est merveilleux. C'est ça, mourir. Tu sais, la mort, Hmm. mourir, ça peut être atroce, tu comprends? Mais le moment de la Bah, mort, la ça, mort fait peur aux êtres humains, ouais, ouais, aux oui, gens. puis on se comprend qu'on peut mourir au bout d'une agonie inhumaine, tu comprends? Mais dans ce cas-là, j'avais aucune douleur, puis ressentie. C'était pas un accident de voiture, par exemple, ou un crash d'avion, tu comprends? J'étais dans un lit d'hôpital. Tu veux dire que c'était agréable? C'était agréable, écoute, c'était suave. C'était d'un bonheur. Il y avait une joie, il y avait une satisfaction euh, que,
que l'on recherche tant dans le mysticisme, dans la méditation, dans l'intérêt à la spiritualité, dans la relaxation, dans l'amour, Ou dans la à vie de tous les l'amour, jours, tout simplement. On ou tout cherche toujours le simplement, bonheur et en fin de tout compte, à fait, on a du mal à vivre des moments de bonheur. C'est vrai, hein? exactement. Alors là, je sentais que ça, là où je m'en allais, ce qui était en train de se produire, je craignais pas du tout ce qui se passait. J'étais dans un état de félicité. Puis là, j'ai compris. J'ai compris comment on a pu construire justement des religions sur un après-vie. Tu comprends? Sur la notion de paradis, tout ça. Je me dis, si c'est ça que je suis en train de vivre, Mhm. c'est probablement très banal. Puis c'est probablement ce qui a toujours été vécu par tout le monde et par tous les êtres vivants, probablement. Et cette sensation de satisfaction-là était tellement intense que rien sur Terre rien dans la vie humaine peut se comparer à ça. Pas même, Tu te sentais léger en lévitation, c'est ça? oui, puis l'émotion et le ressenti, la sensation et le ressenti étaient d'une plénitude. Tu sais, il y a des choses qui nous approchent du divin. Tu comprends? Une bonne mousse au chocolat, une nuit d'amour torride, un bon petit verre de scotch bien vieilli, une longue défécation. Tu comprends? Il y a des choses. Quel exemple! Oui, mais Ouais, c'est mais ça, c'est tu vrai, comprends? mais je C'est comprends ce que tu veux dire. Oui, oui. c'est ça. Il y a des choses qui, quand on les vit comme ça, nous rapprochent de la plénitude. Mais il n'y a rien à comparer à ce que j'étais en train de vivre Là, c'était le en... summum, hein. C'était tout en haut de Exactement. la montagne, là, au sommet, hein. Exactement. Je pense que j'étais en train d'expérimenter ce que les gens qui ont fait des expériences de ce genre-là, mais plus complètes que la mienne. Parce que la mienne est atypique, on va y venir dans quelques secondes. C'est ce que les gens qui reviennent justement de l'expérience du tunnel, la lumière au bout du tunnel, racontent. Ils disent on était tellement bien qu'on ne veut pas revenir. C'est une insulte à l'être humain, à la sensibilité humaine, que de vivre ici, dans cette densité qui est celle dans laquelle le corps se meut, si tu veux. Et donc, je rappelle que j'étais effectivement sous démérol, mais si le démérol me fait mieux voir, bravo, ça devrait se savoir. Et puis là, dans cet état-là, je me mets à flotter et à me sentir dans un bien-être extraordinaire. Tu comprends? Et dans ce Dans, cas-là, Bruno, il faudrait l'utiliser sur tous les aveugles, hein, parce qu'apparemment, si ça agit de cette manière, ah, ça pourrait révolutionner la médecine, hein. voilà ce qu'il fallait démontrer, qu'il fallait exactement. Alors, C'est QFD, tu hein. comprends, c'est QFD, c'est ça. Alors, l'astuce est là. Donc, ça permet C'est pour ça que tu as raison de faire un appel aux pharmaciens, voilà, oui, aux et puis aux médecins, médecins et aux neurologues, parce que là, il faut s'y et mettre, hein, au plus vite, hein. tout à fait. Bien entendu, Sinon, c'est de l'ironie, bien entendu, on oui, précise, hein, oui, qu'il n'y ait pas ce genre de... Voilà. c'est parce que oui, c'est ironique, mais c'est un fait. J'étais, oups, mais c'est de l'ironie, mais c'est pas vraiment de l'ironie, c'est un fait. J'étais vraiment dans cet état-là, sous ces Ah oui, oui, médications-là. oui, on est bien Puis là, d'accord, mais moi je puis parle là, pour le médicament oui, en lui-même, hein, oui, tout à fait. qu'il ne faut Et puis, pas utiliser sur les aveugles, bien entendu. c'est ça. Toute cette question justement de monter, je ne dis pas que je suis sorti de mon corps. Je sentais pas que je sortais de mon corps. Je me sentais tout simplement m'élever, comme ça, dans un sentiment de bonheur. Et là, tout à coup, mon champ de vision a été modifié. C'est comme si tu zappais avec la télécommande pour changer de chaîne à la télévision. Et tout à coup, c'était comme un diaporama. C'est quand même amusant. Des images fixes. Je voyais ma copine de l'époque et je m'adressais mentalement à elle. OK? Alors attends, un diaporama, des images Oui, fixes, ça. oui, Donc, des images fixes. J'ai vu comme des succéder, photos, c'était pas oui, des photos. c'était pas animé, hein.
Non, c'était des photos, des images fixes, des photographies fixes, mais qui prenaient tout le champ de vision. Donc, comme si on regardait des diapositives, tu n'as peut-être pas connu cette époque bénie Si, j'ai des... connu étant petit. Oui, OK. Oui, oui. Alors, Ouais. c'était comme ça. Et puis, là, je vois ma copine de l'époque, mais qui maintenant est mon ex-copine. Et puis, je m'adressais à elle, puis je me souviens pas des mots. OK? C'était une phrase, sujet, verbe, complément, qui résumait parfaitement, comme si j'étais un écrivain capable de dire des choses d'une profondeur extraordinaire, sujet, verbe, complément, ce qui n'est pas le cas dans la vie. OK? Il y avait tellement de choses qui étaient condensées dans tout ça. C'était le bilan exact et précis de notre relation à ce point-là, de ce que je croyais être mon décès, et avec le sous-entendu on a fait ça cette fois-ci, et puis à la prochaine. La prochaine fois, ça va être ça. Ça va être autre chose. On va avancer un peu plus. Il y a quelque chose. Il y a comme quelque chose qui est dans une continuité qui dépassait la simple expérience individualisée, si tu veux, de Bruno et de sa copine à l'époque. Tu vois, il y avait un sous-entendu de la prochaine fois, à la prochaine. Un sous-entendu qui fait que tu Oui, allais la revoir sous une autre forme, peut-être, oui, moi ce que je comprenais, mais que ça c'est resterait la même âme, c'est que tu que, aurais affaire à la même âme, c'est ça, on la s'était même donné, conscience. oui, tu sais, on s'était donné rendez-vous dans 10 ans, tu comprends? Et toi, Bruno, et toi, etc., etc. C'était le sous-entendu, prochaine incarnation à suivre Ah, dans le développement de ce que nous avions vécu à ce moment-là depuis 1 an et demi qu'on était ensemble à ce moment-là. Et il y avait ça. Ensuite, je vois sa fillette, dont j'étais le beau-père. hmm. Et c'était une photo, c'est drôle, c'est une diapositive, c'est comme, c'est l'image de cette petite fille, tu sais, qui sourit, qui rit de toutes ses dents, la bouche grande ouverte, lumineuse et tout ça, puis dans ma face, comme on dit, dans mon visage, parce que, tu sais, des fois, quand on joue et tout ça, tu sais, t'es proche de l'enfant. Et cette photo était tellement puissante, cette image-là était tellement lumineuse, puissante, on voyait toute la lumière, toute l'énergie de l'enfance, finalement, toute l'énergie potentielle qui est mise en mouvement au cours Hmm. de toute la vie. Hmm. Puis là, c'était comme une reconnaissance mutuelle. Cet enfant-là a été euh, un cadeau de la vie. Et tu ressentais, j'imagine, presque ce que ressentait la petite fillette. Oui, exactement, et réciproquement l'amour. L'amour, Cette je- joie-là, tu la oui, ressentais en je fait. la Voilà. ressentais, puis j'en recevais d'elle plus que je pouvais lui en donner parce que euh, je ne suis pas son père biologique. Je suis arrivé dans sa vie, dans la vie de sa mère, alors que la petite avait 18 mois. Tu vois, alors j'étais là tout le temps. Tu sais, c'est moi qui a applaudi lorsqu'elle a fait son premier caca et Eh oui. qu'elle était propre d'elle-même. Puis là, elle était pleine de joie. C'était Tu as extraordinaire ces assisté moments-là. au premier pas, tout ça, hein. Elle marchait déjà. Celle qui m'a accueilli quand je suis allé chez sa mère la première fois. Puis ça a été comme tout de suite, ça a cliqué. Mais avec les enfants, c'est facile, là, tu comprends. Donc un lien Alors, très fort déjà, on oui, peut dire. c'est ça. Donc, cette reconnaissance d'amour et de lumière-là, je vois la petite. Puis une fois que j'ai compris ça, même chose, c'était comme en une phrase, sujet, verbe, complément, puis ça exprimait ça. Ça exprimait l'amour réciproque. Ensuite, c'était ma mère. OK? Ma mère qui est aujourd'hui une personne âgée et qui l'était, bon, déjà à ce moment-là. Et je ne voyais pas de photographie à proprement parler. C'était comme une lumière euh, affadie un petit peu, qui manquait d'énergie, qui n'était plus lumineuse, qui était en déclin, une lumière qui disparaissait finalement. Et c'était ça. Autant la petite fille était lumineuse et pleine d'énergie, autant là,
ce que je comprenais comme étant une image, une représentation de ma mère, c'était une lumière qui s'en allait, qui quittait. Et puis encore une fois, sujet, verbe, complément, bilan, encore une fois, exact de notre relation à ce moment-là, avec un sous-entendu qui était, cette fois-là, oui, encore une fois à la prochaine, mais qui était merci. Un remerciement sincère de ma part, tu comprends? Et moi, j'étais adopté, c'est ma mère adoptive, donc, alors, il y avait une reconnaissance sincère envers elle et aussi ça, comme je te dis, c'est sujet verbe complément, c'est un truc mental qui se fait très vite et on ne peut pas mettre ça en mots sans prendre un paragraphe, tu comprends? Puis il y avait également C'est instantané. c'est instantané, c'était aussi un ne crains pas la mort. Tu sais, tu vas voir, tu vas bientôt me rejoindre, puis tu sais, on va être mieux que ce que l'on est Elle était présentement. très, très rassurante, quoi. Hein. Oui, ce que je lui exprimais, moi, était très rassurant. Puis, c'est ça. Alors, ma mère est disparue, puis là, il y a eu quelques amis, quelques personnes, là, je me souviens plus exactement, et puis c'était encore une fois sujet, verbe, complément. Puis c'était toujours, comme je te dis, le bilan juste et exact de la relation avec cette personne-là à ce jour et avec le sous-entendu à la prochaine. On s'est rendu jusqu'ici dans la vie, dans nos rapports, ce que l'on a vécu de façon interpersonnelle, ces gens-là et moi, ça a été sous cette forme-là, et on s'est rendu jusque là, c'est-à-dire au moment de mon décès, dans cet état-là, dans le constat qu'on a avancé jusque-là, cette fois-ci, et que la prochaine fois, ça va continuer. C'était ça qui est le fameux sous-entendu et qui c'était bouleversant parce que ça sortait de moi, ça. Mais ça sortait de moi qui était dans cet état de félicité. C'est comme si j'étais en train de prêcher auprès de ces gens-là, puis je disais, c'est extraordinaire, tout ce qui arrive ici maintenant, là, dans la mort, et patati, et patata. Ne vous suicidez pas à la maison, là, quand vous écoutez ça, c'est pas la question, mais c'était ça, je faisais un ultime témoignage et un ultime bilan auprès de ces personnes-là. C'est à ce moment précis que ça a bloqué. Le processus a bloqué, littéralement. J'ai senti que je ne m'élevais plus. Les images ont cessé et c'est devenu grisâtre. Et j'ai comme vu une espèce de forme, je dirais, un petit peu humanoïde. Mais attention, c'était humanoïde comme un petit bonhomme de pain d'épices. Peut avoir l'air humanoïde. C'était en fait une sorte de contour, finalement, tête, bras, torse, jambes et tout ça, très, très grossier, mais comme bombé légèrement dans cette surface grise. Là, j'étais comme on dit en bon québécois, jamais là. J'étais comme bloqué là, embourbé dans cet état-là. Puis là, je me disais, est-ce qu'on m'a oublié, là? Allô? Allô? Je suis là. Est-ce que vous voulez terminer de m'amener? Est-ce que vous voulez finir? Est-ce que je peux me retrouver là où tout ça me dit que je dois être? Alors, j'ai pas vécu d'angoisse à proprement parler, mais j'ai senti que tout ça Tu t'es bloquait. senti un peu perdu, là, ouais, à ce moment-là. Exactement. Désorienté, puis perdu. Ah, écoute donc, c'est pas ça. Tu sais, c'est comme on m'apporte un plat une assiette de gâteau et un verre de lait. Puis là, je suis en train de manger, de le manger. Puis là, on arrive, on me retire tout ça. Tu sais. Alors, c'était comme ça. Et là, revient l'image visuelle, celle de mes yeux, entre guillemets, mon regard dans la chambre d'hôpital. Bon, je suis comme arrêté. Je ne monte plus au-dessus du lit ou par rapport au sol. Je ne sens pas que je suis hors de mon corps, comme je te disais, mais j'étais élevé. Ça s'est arrêté. Soudainement, la lumière, qui me semblait être une voie d'accès qui m'attirait vers elle et qui m'a emmené dans cet état où je voyais des images des gens que je connais, avec ce que je viens de te raconter. Cette lumière-là s'éteint tout à coup et je, je, bon, il y a deux événements là, qui se produisent en même temps. Soit que la lumière s'est éteinte à ce moment-là où
tout juste après. J'ai un trou de mémoire, là. J'en ai témoigné l'année passée de façon, c'est enregistré, c'est la version la plus proche des événements. Puis bon. Alors, je vois toujours ce qui se passe dans la chambre d'hôpital. Et là, comme je te disais, face à moi, dans la chambre, il y a la porte de la salle de bain où il y a un lavabo et une toilette, bon, une cuvette et tout. Et puis, il y a un autre lit avec une dame qui est couchée là. À ma gauche, il y a le rideau et je ne vois pas qui est à ma gauche. Et là, sort du cadre de la salle de bain qui est ouverte, la porte est ouverte. Il sort de là une personne qui est âgée, mais qui a comme le cœur d'une personne de 16 ans, qui a l'énergie, je dis 16 ans, parce que c'est ça que je ressentais. Tu sais, cette personne-là, elle a comme 16 ans, mais elle était âgée. Alors, je la vois, c'est comme ça, elle regarde à gauche, comme pour regarder à l'extérieur, parce que l'hôpital, j'étais sur le bord de la fenêtre, et puis comme si elle regardait dehors, regardait à gauche. Et là, c'était comme, je comprenais ce qu'elle pensait, et elle disait, « Ah, je peux-tu y aller? Ils ne me pogneront pas. Tu sais, je vais y aller, on ne m'attrapera pas. » Et c'est là qu'est le trou de mémoire. Est-ce que la lumière au-dessus de moi s'est éteinte à ce moment-là, ou si elle s'était déjà éteinte? Mais je pense que c'est éteinte au-dessus de ma tête à ce moment-là, et elle s'est rallumée. Cette lumière s'est rallumée ailleurs dans la pièce, là où se trouve la porte d'entrée de la chambre. C'est ce que j'ai constaté le lendemain matin. Mais plus à côté, disons que de la porte de la chambre est juste à côté. C'est comme si à travers le mur, c'est l'impression que j'avais. La lumière se rallume là et là éclaire sous un angle différent, évidemment, éclaire la chambre, non pas de façon verticale, mais de façon horizontale. Et là, cette dame âgée, euh, qui avait des cheveux un peu en broussailles, coupés aux épaules, blanche, poivre et sel, mais vraiment blanche, tu comprends, chevelure blanche. Cette dame-là qui vient de se dire, comme une adolescente de 16 ans, pleine de vie et de joie de vivre et espiègle, tu comprends, elle se dit, ah, je peux y aller, on ne m'attrapera pas, ils ne me pogneront pas, je ne me ferai pas pogner. Elle fait un saut, et là, tout à coup, le saut qu'elle fait, c'est qu'elle saute dans le rayon de lumière. Moi, évidemment, le rideau qui est sur ma gauche m'empêche de voir la suite du truc. Mais là, elle saute dans cette lumière et là, tout à coup, poup, la lumière s'est éteinte. C'est-à-dire qu'elle a traversé. Elle a traversé. Ce qui me fait croire et dire et affirmer, le plus sérieusement du monde, qu'il y a des fonctionnaires de l'autre côté qui dorment sur la switch, comme on dit ici. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnariat de la mort qui a allumé l'éclairage, a ouvert le tunnel sur moi. Oui, la L'expérience lumière qui devait te prendre au départ, finalement, ne t'a pas pris, mais a pris la personne âgée à côté de toi. c'est ça. La personne âgée que je voyais à ce moment-là sortir j'appelle ça en double vision, si tu veux, parce que clairement, là, c'était plus. Je comprenais que je voyais d'autres choses que la stricte réalité par mes yeux biologiques, si tu veux. Là. C'était une vision qui était à un autre niveau. Alors, cette dame saute dans cette lumière-là. Alors, je me suis dit, ils ont allumé le spot, le 5000 watts, sur moi, alors que c'était pour cette dame-là, finalement. Alors, je me suis dit, bon, ben, il y a un fonctionnaire qui est allé se prendre un café à ce moment-là de l'autre côté. Puis finalement, ils ont mal fait le réglage, tu comprends? Alors, le téléporteur qui nous fait partir de la Terre vers le ciel était mal réglé. Alors, ils pensaient que c'était sur moi parce que j'étais très faible. Mais non, Ça t'a décédé. donné l'impression qu'il s'était trompé de personne au départ, ouais. Oui, ben c'est ça. Ben c'est la blague que je fais avec ça, parce que je ne peux pas faire autre chose qu'une blague avec une chose comme ça, parce que ça ne peut pas s'exprimer autrement, à moins, l'idée me vient en t'en parlant, qu'on ait tout simplement profité de l'occasion pour me faire un petit clin d'œil, puis de me dire que, bon, regarde, je t'intéresse à ces affaires-là, puis bon, regarde, c'est vrai.
Ah, On te le c'est une montre, c'est vrai. possibilité aussi, hein. C'est peut-être ça aussi. Puis c'est l'aspect bouleversant, le plus bouleversant, c'était la notion du bilan, tu vois. Alors là, c'est produit quelque chose d'absolument extraordinaire. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé exactement. Comme je te dis, je n'étais pas en train de mourir. Le moniteur de surveillance des signes vitaux à côté de moi là, s'est jamais mis en état d'alerte, tu comprends? Alors là, je commence à me redensifier. J'ai comme senti qu'il se passait quelque chose, là. Il y a comme, je suis revenu à moi-même, physiquement, totalement, entièrement dans mon corps. Là, je ne voyais plus clair du tout. Je voyais même flou. Évidemment, là, je pense que j'ai réintégré mon corps, finalement, tu comprends. Et, euh, et là, je venais de vivre une expérience d'un mystique extraordinaire, tu comprends? Cette hyper satisfaction tu sais, sur matériel, immatériel, comment est-ce que je trouve pas le mot, là. C'était divin, tu comprends? C'était une expérience d'ordre divine qui peut bouleverser la vie, tu comprends? Oui, on s'en Et là, rappelle oui, toute notre vie, et hein. Oui, c'est clair. oui, tout à fait. Et là, je me réveille, je reviens dans mon corps. Là, je vois pas vraiment clairement. Et comme il se doit, avant une opération, ils ne font pas, excuse-moi, c'est scatologique, là. On me pardonne à l'écoute, là, les auditeurs me pardonneront, c'est scatologique un peu, mais lorsqu'on subit une opération chirurgicale, on devrait avoir un petit médicament qui permet d'aller à la selle avant l'anesthésie et on devrait faire notre petit pipi avant l'opération, tu comprends? Mais c'est après que tout ça se produit. Alors, je m'éveille avec la vessie prête à exploser, tu comprends? Mhm. Et c'est insoutenable. Là, je vois les gens sourire, j'en entends quelques-uns rire, et puis j'ai pas de problème avec ça. C'est ce qui est atypique de cette expérience-là, entre autres. Alors là, je sonne pour que l'infirmier vienne, comment je pourrais dire, me donner un petit pot, enfin, tu comprends ce que je veux dire. Il arrive et puis il n'y a rien à faire. L'anesthésie empêche le fonctionnement des sphincters, des muscles et tout ça. Le contact entre le cerveau et tout ça ne fonctionne pas. Alors je dois subir euh, ce qui s'avère être une des pires tortures que l'on peut m'infliger, c'est-à-dire une sonde qui rentre jusqu'à la vessie pour permettre sa libération instantanée, tu comprends, de son contenu. Ah oui. Alors après, je viens de vivre une expérience surnaturelle, voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, à un degré angélique et divin, et me voici en pleine expérience sado-masochiste, Je homo-érotique, entre comprends, ouais. guillemets, Ah ouais. avec un gars, tu comprends-tu, avec cet infirmier qui me rentre une sonde par le méa urinaire et qui rentre ça jusqu'à la vessie. Une Et là, expérience désagréable désagréable sur qui fait que le... tu prends conscience à ce moment-là, je suppose que ça te dégoûte quoi d'être revenu de ça. Ben oui, d'une part, et que d'autre part, ça fait mal d'être vivant. Ça peut faire Ça mal fait des mal, fois. c'est clair. Ouais, ouais, voilà, c'est C'est le mot ça, exact, hein, ça c'est fait ça. mal. Et là, le soulagement de la vessie, c'était une bénédiction. Mais c'est le contraste entre ces deux expériences successives et pratiquement instantanées qui m'a fait sourire. Tu comprends? Parce que moi, je trouve que c'est foncièrement drôle. Tu fais un film avec ça, c'est Galabru qui fait l'expérience, qui joue dans le film, et puis tout le monde est mort de rire. Tu comprends? Je veux dire, tu n'as pas le choix. Tu sais, il arrive du paradis, puis là, il faut qu'il l'infirmier, puis tout ça. Puis, tu sais, ça me tente pas, moi, de faire une Mais tu expérience sais, Bruno, sadomasochiste. Tu comprends-tu? tu en parlais tout à l'heure, là, tu disais il ne faut pas se suicider, et c'est vrai que beaucoup de personnes qui vivent l'expérience que tu as vécue ne veulent surtout pas se suicider. Au contraire, ils adorent la vie encore plus qu'avant après.
Oui, Après effectivement. ce genre Oui, d'expérience, hein, je parle. oui, Hein. oui, ça devient bouleversant. Par contre, le suicide est rarement un truc de génération spontanée. Ça peut être le résultat d'une posologie médicale. Il y a beaucoup de médicaments, c'est inscrit dans les effets secondaires suicide. J'ai déjà pris des médicaments contre l'acné du visage, dont un des 275 effets secondaires écrits en Arial 4 points. OK, était le suicide, la psychose et tout ce que tu veux. Donc, le suicide peut s'imposer à des personnes. Ça peut être aussi une maladie psychique, une maladie mentale, une maladie des émotions qui peut être diagnostiquée en psychiatrie très facilement. Et ça peut mener à une volonté qui dépasse la personne, qui peut mener à l'autodestruction. Mais je n'encourage personne là-dedans. Je vais juste préciser ton information. Mais effectivement, c'est que maintenant, la mort euh, n'est plus un monstre qui se trouve au bout de la route. Tu comprends? Mourir peut être un monstre au bout de la route, mais la mort elle-même ne l'est pas. Tu sais, on peut faire une promenade en montagne et puis Mais se faire... surtout, oui, surtout à des personnes qui ont vécu ce que tu as vécu, c'est clair qu'après, il n'y a plus de peur de la mort. Hein. c'est ça. Mais moi, j'ai peur de mourir. Je crains la manière dont je vais mourir. Ça me tente pas, moi, d'être déchiqueté par un grizzly. Mais Tu c'est comprends? ça qui fait le plus peur, Bruno. C'est les Ben, c'est ça. souffrances dans lesquelles, juste avant la mort, dans lesquelles on est. C'est ça qui fait très très peur à tout le monde. Exactement. Les heures, les jours d'agonie suite à un accident d'automobile où on tombe dans un ravin et on agonise pendant des jours avant de mourir d'épuisement, de faim et de soif, parce que personne ne nous trouve, parce qu'on est dans un point aveugle, entre guillemets, ou sous la neige, pendant une tempête de neige, ou être des années à souffrir d'être vivant parce qu'on a une maladie incroyable, comme le cancer, par exemple, ça, c'est redoutable. Ça nous fait peur. Le passage est traumatisant vers la mort. C'est Hmm. mourir. Alors, mais après, l'extirpation de notre essence, lorsqu'on retourne, j'appelle ça la source, personnellement, dans mon vocabulaire personnel, là, lorsqu'on retourne vers notre être réel, euh, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, je finis par m'endormir après toutes ces péripéties. Le lendemain matin, bon, c'est le réveil très tôt à l'hôpital. Et là, tout de suite, il faut qu'on vous fasse marcher, Monsieur Lefebvre, rapidement pour pas que, tu sais, il faut vous activer rapidement, ce qui s'avère être une autre torture également. Alors, on me met debout, plutôt laborieusement, du mauvais côté, en fait, du côté où se trouvait le fameux moniteur qui était sur le fameux poteau à roulettes. Alors, c'est le cliché de la personne hospitalisée. Je suis en jaquette, avec des petites pantoufles d'hôpital en papier. Je tiens le poteau sur lequel se trouve le truc, et puis du soluté également en infusion. Et puis là, je suis comme entre le lit et le rideau, tout à fait maladroit. Et puis là, j'arrive à peine à me tenir debout. Là, l'infirmière me dit, bon, allez, Monsieur Lefebvre, avancez au moins jusqu'au bout du lit, puis etc., etc. Puis là, je dis oui, il faudrait que je retourne à la salle de bain. C'est une manie chez moi, vous comprenez? Et puis là, j'arrive au bout du rideau, au pied de mon lit, là où je pouvais maintenant dire que la lumière s'était allumée à côté de la porte d'entrée de la chambre. Et là, je regarde le malade qui est à côté de moi, sur ma gauche, euh, et dont je ne connais pas l'identité, mais dont j'avais entendu des bruits quelques temps auparavant. C'est une espèce de râlement. OK? Puis je regarde cette personne, elle était la tête renversée vers l'arrière, sur l'oreiller, la bouche ouverte, dans une pose qui n'est pas très habituelle. Puis là, je regarde la personne et là, je comprends qu'elle est décédée. Ah. Ouais. Alors là, le râlement, parce que je l'amène un peu tard parce que j'avais oublié le fait, le râle que j'ai entendu le matin,
Et là, je dis à l'infirmière, je dis, Madame, peut-être que vous devriez vous occuper de la dame à côté. Je crois qu'elle est décédée. Et puis, elle vient voir, puis elle regarde, elle fait le petit examen rapide, puis elle m'a dit, oui, en effet, Monsieur Lefebvre, asseyez-vous, recouchez-vous, on va venir s'en occuper de la madame. Et ça Et elle fout un était choc effectivement quand même, décédée. hein. Euh, disons que j'ai pas eu de choc à parler à ce niveau-là. Je croyais, moi, que j'allais avoir un choc, mon père étant décédé. Quand je l'ai vu mort dans son lit d'hôpital, je suis arrivé, il était déjà décédé. J'ai pas eu le choc que je pensais avoir face à la mort. Vous savez, on se fait toutes et tous un, une espèce de, de, de bagage face à... On met beaucoup d'éléments dans ce qui entoure la mort, qui vient des choses morbides, qui vient de choses émotionnelles, d'expériences Et qu'on tu a fais bien d'en parler, vécues. Bruno. Bruno, tu fais bien d'en Oui, parler parce que moi, je t'avoue que je n'ai pas pu assister à la mort de mon père. oui, J'étais présent le matin même quand ça allait très mal. Et de le voir agoniser comme ça, j'avoue que j'ai pas tenu. J'ai pas pu supporter, donc je suis pas resté jusqu'au bout. Ma mère est restée jusqu'au bout. oui, Très courageuse. oui, Franchement, elle est extrêmement courageuse. Je sais pas comment elle a fait d'ailleurs. Je comprends toujours pas comment elle a pu faire ça. Mais bon, c'était important pour elle, je oui, pense. oui, Moi, j'ai pas pu le faire parce que c'était déjà un spectacle vraiment, comment dire, horrible. Enfin, un spectacle horrible de voir oui, quelqu'un le souffle qui diminue de plus en plus, qui se fait de plus en plus court, et que tu vois qu'il essaye de capter des aspirations, qu'il essaye de respirer comme un poisson qu'on enlèverait d'un bocal, en fin de compte. La oui, suffocation. oui, C'était insoutenable, Bruno, de oui, voir ça. Donc, oui, moi, je te dis franchement, je n'ai pas pu. C'est oui. même pas une peur, c'était plutôt euh, c'est peut-être con ce que je veux dire, mais j'avais envie que ça se termine le plus vite possible parce que c'était Oui, insoutenable, oui, c'est insoutenable. exactement, c'est insoutenable, On a c'est envie inu... que qu'il soit reposé au plus vite, voilà, que ça Oui, s'arrête, que tout oui, ça s'arrête, parce que c'est c'est vraiment ça marque, hein. oui, c'est inhumain, premièrement, et Inhumain, inhumain, c'est clair, c'est le mot, ouais. dans tous les sens du mot, on se comprend, et ça, c'est traumatisant. Et puis surtout, c'est la personne que l'on connaît et que l'on aime. Dans ce cas-ci, ton père, un membre de la famille ou un ami, ou tu comprends. Et c'est ça qui est traumatique, qui est traumatisant en fait. Puis c'est là que devrait s'appliquer toute la dignité possible, c'est-à-dire de permettre à la personne qui meurt ou qui est mourante d'éviter. Moi, c'est un avis personnel, OK? Je l'impose à personne, c'est un avis personnel, je le partage avec toi et avec les auditeurs. C'est que pourquoi laisser quelqu'un souffrir de la sorte? Tu sais, je ne veux pas dire d'euthanasier les gens dans la rue parce qu'il y a une surpopulation. Je dis, ça n'a aucun sens d'un point de vue humain de, de vivre ça soi-même. Parce qu'on va tous mourir, on ne connaît pas les conditions dans lesquelles nous allons mourir. Mon père est mort, il était inconscient lorsqu'il est décédé. Tu vois, ton père était conscient visiblement, Enfin, tu voyais tout le... disons qu'il était. Après, ils l'ont endormi, si tu veux. Vers la fin, ils l'ont endormi. Alors, OK, je sais plus. Je crois qu'ils l'ont mis oui, sous morphine, enfin quelque chose comme ça, mais ils l'ont endormi, oui, hein. oui, c'est ça. Mais tu vois, Mais quelque part, bon, on m'a quand même rassuré en me disant qu'il était plus conscient de ce qui arrivait. Euh, OK, mais je sais pas après, hein, je sais pas. oui, Donc, c'est ça. C'est ça, il y a un... disons qu'il dormait. Heureusement, parce Oui, que voilà, heureusement, heureusement. oui. C'est ça, parce qu'il peut y avoir un moment où le corps, effectivement, réagit naturellement à ses besoins, son Eh besoin oui, de c'est des respirer, mais réflexes, des réflexes. c'est Ouais. ça, peut-être que mais la personne n'est peut-être déjà plus consciente non plus, mais son corps continue à chercher son air, mais sous l'effet Eh d'une bien, médication précise, je vais te faire encore on évite. un autre aveu, c'est que moi, quelques jours avant sa mort,
avec ma mère, on en parlait, on disait que on avait l'impression qu'il était déjà plus là, quoi, qu'il était déjà parti quelque part parce que il parlait déjà presque plus. Oui, Il regardait plus la télé, ça l'intéressait plus du tout. Plus rien ne l'intéressait. Bon, ça faisait un mois qu'il mangeait plus déjà, qu'il était nourri par oui, sac alimentaire, enfin ces trucs-là, enfin bref. oui, Voilà. Et donc plus rien ne l'intéressait. On avait l'impression qu'il était parti. C'est comme si, oui, j'allais dire comme si on le reconnaissait plus. Mais c'était lui, enfin c'était mon père, mais quelque part il était plus là. Voilà, oui, et on avait oui, cette impression là, cette impression qu'il était plus là. Mais j'ai quand même eu un échange avec lui quelques jours avant sa mort. Et il m'a fait une drôle de révélation que j'ai toujours pas compris à l'heure actuelle d'ailleurs. Il m'a dit qu'il avait vu en fait quand il avait été admis aux urgences dans un état critique parce qu'il avait failli mourir quelques jours avant déjà. oui, Il a vu trois bâtonnets devant lui. Des bâtonnets de petite taille qui étaient devant lui. oui, Alors, je sais plus dans le sens exact, mais je crois que c'était bleu, noir, rouge. Je crois que c'était ça, bleu, oui, noir, rouge, les bâtonnets, hein. oui, OK. Et ces bâtonnets sont partis et ont été se positionner sur la façade de l'hôpital. C'est ce qu'il m'a raconté. Alors que mon père, lui, il n'était pas du tout intéressé par toutes ces choses paranormales, les ovnis, tout ça, tous ces trucs-là. C'est pas du tout un sujet qui l'intéressait, mon père. Oui, À la limite, il était ouvert pour qu'on lui en parle comme ça, vaguement, quoi. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Il n'était pas du tout passionné par le sujet. Et donc j'entends mon père qui me raconte ça, tu vois, quelques jours avant sa mort, quoi. C'est quand même étonnant. oui, Et il me dit, tu sais, Olivier, euh, j'ai entendu une voix enfin, après avoir vu ces bâtonnets là qui ont été se mettre sur la façade de l'hôpital, une voix qui m'a dit, tout ce que tu vois autour de toi, c'est des conneries. Tout ça, ça n'existe pas. Je te l'ai dit, je te l'ai toujours dit que ça n'existait pas, tout ça, mais tu m'as jamais cru, tu n'as jamais, tu m'as jamais pris au sérieux, et pourtant, je te le redis, tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, c'est des conneries. Une voix qui lui a dit ça, mon père. OK. Voilà. Et maintenant, C'est, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai pas compris, j'ai toujours pas compris. Euh, oui. voilà. Ben, on peut pas, je crois que c'est entre ton père et ton père que l'explication se joue. Mais tu sais, il a peut-être vécu une expérience spirituelle avec peut-être un guide, un ange gardien, peut-être, tu Je comprends, sais pas, ouais. et, Mm. et qui lui rappelait à sa conscience, ultimement, au bout de la route, comme ça, tu sais, que d'instinct, il savait, il comprenait peut-être ces choses-là, mais qu'il se refusait à accepter ce que Peut-être, son instinct lui dictait. C'est peut-être très, pour le très, rassurer, oui, 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 c'est possible, hein. Ah ouais. c'est très maladroit de commenter ça, tu comprends, Non, c'était peut-être de pour ma part, le, mais non, non, c'était peut-être pour le rassurer, hein. mais c'est ça, c'est un moment, il a vécu clairement ce qu'on peut appeler un moment initiatique, là. C'est-à-dire qu'il a vécu une expérience qui sortait du commun, dans laquelle il y avait une représentation visuelle par les bâtonnets et une représentation audio et une représentation compréhensible. Il entend la voix lui parlait, se rappelait à sa mémoire, se rappelait à lui en lui disant que cette question-là avait déjà été abordée avec lui de façon instinctive ou peu importe, et que là, finalement, ton père pouvait effectivement recevoir ou apprécier ce qui lui avait été exposé, si je peux dire, ce qui lui a été expliqué. Tu comprends? Et ce, quelques jours, quelques heures, bon, avant son décès, tu comprends? Ouais, ouais, Puis, ouais, ouais. comme tu me dis, c'est pas rare non plus que les gens ne soient déjà plus là avant leur décès réel, tu comprends?
Ah oui, oui, Mon oui, père, oui, c'est quelque chose qui c'est revient ça. souvent, hein. C'est ça. Moi, mon père, c'est la même chose. Je sentais qu'il était parti déjà. Il était à l'hôpital, puis il était déjà inconscient. Il était sous une médication, évidemment. Puis j'ai l'impression qu'il était parti et que c'est le lendemain que le corps a lâché, finalement, que le corps a cessé de fonctionner. Mais moi, j'avais l'impression que mon père était déjà parti. Tu sais. Mais c'est de façon moins aiguë que ce que ta mère et toi avez ressenti, là. Mais c'est Bah quelque chose écoute, que j'en... je peux même te dire que ça se ressent dans les yeux même. Oui, effectivement, On sent effectivement. que il y a une petite, tu vois, que la flamme est éteinte, quoi, qu'il y a quelque chose qui est éteint. Ouais. Oui, oui, absolument, absolument. Puis les animaux peuvent le ressentir, je pense aussi. C'est arrivé, pardonne-moi de changer de degré, là. C'est arrivé au chat d'une colocataire que j'avais lorsque j'étais étudiant. Et le jour est allé le faire euthanasier parce qu'il était malade. Le chat savait clairement qu'est-ce qui s'en venait pour lui. Et puis il nous regardait, elle le tenait dans ses bras et le chat rayonnait dans un... Comment est-ce que je pourrais t'expliquer ça? Dans un... Pas dire une sérénité, mais ni une compréhension, mais le chat, probablement instinctivement, savait que il s'en allait et que pour lui, bon, c'était pas grave, mais je sentais que là, les attaches allaient se défaire. Et le chat me regardait comme il ne m'a jamais regardé. Moi, j'haïs les chats, tu comprends? Mais Mhm. ce chat-là, à ce moment-là, ce chat que je détestais, par ailleurs, Mhm. me regardait et là, c'était comme, on faisait des adieux, littéralement. On se faisait des adieux sans se parler. C'était dans le ressenti. C'est bon, Bon, c'est un chat, alors, mais comme tu parles, qui, ouais, comme tu parles de ouais. chat, bah, je te laisse terminer. Vas-y, vas-y. Oui, ben c'est ça, donc c'est une anecdote, mais pour terminer mon expérience pour laquelle on a en ligne cette entrevue, eh bien, je réalise à l'hôpital donc que la personne à côté de moi est une dame, qu'elle est décédée, et cette dame est une dame âgée qui a une chevelure poivre et sel plutôt blanche, plutôt en broussailles et coupée aux épaules. Autrement dit, c'était la dame que j'ai vue dans cette espèce d'état second sortir de la salle de bain et se jeter littéralement dans la lumière avec le cœur d'une adolescente de 16 ans et en disant ah, je peux y aller, ils me verront pas. C'est comme ça faisait un mauvais coup, mais sans faire un mauvais coup. Tu comprends un petit peu comme les 400 coups, mais c'est mignon. T'sais. Comme si elle se sauvait, elle partait à la sauvette comme ça. Et Mhm. puis, ce qui est perturbant, c'est ce qui m'a fait vraiment, ce qui m'a touché, c'est que s'il s'agit de la même personne, moi je pense que oui, on m'excusera, là, c'est qu'elle est décédée le matin qui a suivi le moment où moi je l'ai vue passer de l'autre côté, en la voyant se jeter dans la lumière et de voir que la lumière s'éteignait après son passage. Alors son corps a persisté pendant quelques heures, toujours à respirer. Et bon, il y a une autre anecdote. Une de ses nièces est arrivée pour lui rendre visite, puis elle lui disait ma tante, ma tante, ma tante. Puis moi, je savais que la dame était décédée. Les gens n'étaient pas encore arrivés pour disposer de son corps et tout ça. Alors, c'était triste, c'était une tristesse. Mais c'est ça. Alors, grosso modo, c'est ce qui s'est passé sur cette journée et demie, finalement, à l'hôpital. Et puis, avant de me lever, avant que l'infirmière ne me demande de me lever, elle a ouvert la fenêtre, pas la fenêtre, mais le rideau de la fenêtre. Elle a tassé le rideau et l'a mis de façon à ce que je ne vois pas mon voisin de chambre. Et puis, tout candidement, moi, je lui raconte ce que je viens de te raconter avec les lumières au plexus solaire de l'infirmier, puis la dame et tout ça. Et là, l'infirmière, c'est comme si les deux bras lui étaient tombés des épaules. Puis elle me dit, vous avez fait un voyage astral.
Puis là, j'ai regardé, puis j'ai dit, c'est tout ça un voyage astral? Là, je me suis dit, peut-être. Ça correspondait pas tout à fait à ma définition de la chose, mais puisque j'ai pas de souvenir conscient d'avoir jamais fait un voyage astral, je peux pas dire, mais clairement, j'étais pas tout à fait exactement, totalement connecté avec un câble au sol, tu comprends, pour ce qui est de mon retour dans la chambre d'hôpital et de ces expériences-là que je t'ai confiées. Mhm. Fait que c'est resté comme ça, mais elle a ouvert les yeux, puis c'est comme si c'était quelque chose qu'elle connaissait. C'était quelque chose qui était commun. Puis je lui ai demandé, parce que sa surprise, c'était comme, bon, un autre. Tu sais, quelqu'un encore me dit ça. Puis c'est elle qui a défini ce que je venais ce que j'avais vécu en le qualifiant de voyage astral. Donc, moi, j'ai l'impression il y a beaucoup de gens dans le milieu médical qui sont peut-être à l'écoute d'émissions comme la tienne et qui ont entendu parler ou qui ont vu des phénomènes Ah, mais de ce c'est type-là certain, c'est certain. Ah oui, oui, c'est oui, sûr, ça. ou qui ont eu des témoignages similaires ou un petit peu dans la même sphère que ce que je venais de lui confier à ce moment-là. Mais c'est sa surprise et son silence. Parce qu'elle n'a pas répondu justement à l'interrogation s'il y avait d'autres cas, s'il y avait d'autres personnes. On dirait qu'il y a comme un tabou. Il ne faut pas parler de ces choses-là, surtout dans dans le milieu hospitalier, où c'est le corps est une machine, et puis on traite la machine, puis on soigne les maladies, puis accessoirement, il y a quelqu'un qui est un individu qui est Mm. accroché autour de cette maladie-là, tu comprends? Alors, je pense que comment est-ce que je peux t'exprimer ça? Je pense qu'il y a beaucoup de choses autour du monde des hôpitaux et des infirmières qui sont les premières intervenantes ou les infirmiers Au aussi. premier rang, quoi, ouais, C'est ça, exactement au premier rang. Et probablement qu'il y a beaucoup de confessions, entre aux guillemets, premières loges, hein. aux premières loges. Il y a beaucoup de choses qui sont dites à ce personnel hospitalier-là. Ça ne me surprendrait pas du tout. Mais alors, Bruno, si tu le veux Oui. bien, on va continuer encore l'émission. Peux-tu nous parler de la visite de ton père décédé? Ah, OK. Oui, mon père. Euh, Mon père est décédé. Je n'étais pas à l'hôpital. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu le corps de mon père. J'ai comme j'ai pas eu de choc, mais c'était pas mon père. Mon père n'était pas là. Mon père, bon, évidemment, mon père était vivant, il avait une Tu personnalité, sentais qu'il était parti, quoi, ouais. il me manquait ça à mon père. Bon, oui, c'est la définition de la mort. Le corps est inerte et son essence n'est plus là. Il est mort. Le corps ne fonctionne plus. Il n'est plus là. Il n'y a plus rien qui peut s'exprimer de ce qu'est mon père. Bon, je pleure énormément. Je, je suis là quand ma mère arrive. Ma mère qui était en pleurs aussi. Euh, bon. Et à la fin de cette journée, en soirée, parce on n'est pas retourné à la maison tout de suite, on est allé dans la famille, on nous a invités à souper et tout ça, puis pour aplanir un peu, pour ventiler un peu toute cette journée du décès de mon père. Et je pense qu'il est décédé le jeudi, je me souviens plus, mais le dimanche suivant son décès, et ce avant que la cérémonie funèbre n'ait lieu le mercredi qui allait suivre. Donc, entre son décès et son enterrement, tu comprends? Mhm. Le dimanche soir, entre 23h et minuit, ma mère est en train de lire le journal dans le salon. Je suis dans le même salon, à côté de ma mère, dans un autre fauteuil, en train de regarder la télévision. Je m'en souviens encore, un épisode de Star Trek, La Nouvelle Génération, mais en anglais, avant que ça soit traduit, The Next Generation. Tu avais quel âge, Bruno? Mon père est décédé en 96, donc je venais d'avoir 33 ans, Ah. un mois auparavant. Ouais, bah tu Oh, vois, on est pareil. Moi, 34 ans, moi. 34 34 ans? ans, donc c'est à peu près pareil, en fait, avec mon père. Oui, oui.
Alors, je suis assis dans le salon, sur un fauteuil, et puis je suis en train de regarder la télévision. Ma mère est en train de lire le journal, et soudainement, j'ai cette sensation émotionnelle et visuelle. Et il y a une twist ici, il y a quelque chose là, il y a un truc un petit peu difficile à expliquer. Dans le milieu du salon, je ne peux pas dire est apparue, mais s'est manifestée une boule de lumière incandescente, lumineuse, mais invisible à l'œil. Et c'est ça qui est difficile à faire comprendre quand j'explique, parce que bon, ça fait quand même un certain temps maintenant, alors j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des gens, puis de faire des échanges, comme on vient de faire d'ailleurs. On a partagé tous les deux sur nos expériences face au deuil de nos pères. Et cette lumière incandescente était très, très intense. Et elle n'était pas visible à l'œil. Je la ressentais, je voyais son rayonnement, mais c'était une image qui était ailleurs, qui était mentale en quelque sorte, ou peu importe. Certains diraient médiumnique, tu comprends, mais c'est pas l'objet de mon propos. C'était donc un ressenti. Oui, très fort, et oui, c'était un concentré extrêmement lumineux, extrêmement heureux, extrêmement juvénile de mon père. Pas mon père que j'ai vu, dont j'ai vu la dépouille à l'hôpital et à qui il manquait son essence. Mais cette essence-là, l'essence vivante de mon père, dépouillée de son corps. Alors c'était ni mon père, mais c'était l'essence de mon père. Donc c'était mon père dans sa réalité, dans la réalité de son âme, dans la réalité de sa lumière, si tu veux. Cette lumière-là étant intriquée d'une certaine façon dans un corps biologique, développe une personnalité qui est propre à l'individu. Mais là, visiblement, si je puis dire, ou invisiblement, c'est cette intrication entre l'esprit, hein, la lumière, et le corps n'était plus là. Alors, j'ai vu la dépouille de mon père, puis je voyais mon père, mais c'était pas mon père. Et là, cette espèce de boule de lumière extrêmement concentrée, extrêmement brillante, extrêmement lumineuse et heureuse, n'était pas non plus mon père, parce qu'il lui manquait le corps. Tu comprends? Et je sentais, c'était mon père. C'est l'esprit qui était mon père. Tu as reconnu ton père instantanément, en cette oui, boule, ouais. Oui, et il s'adressait à ma mère et à moi. Puis ma mère n'a probablement pas réagi, n'a probablement pas ressenti. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai plus ressenti qu'elle. Ou si elle l'a ressenti, elle n'a pas rien manifesté. Elle n'a pas réagi, ouais. Elle n'a pas réagi. Comme moi, j'ai pas sauté en l'air, puis je me suis pas jeté dans le salon non plus, sur le plancher du salon j'ai juste regardé ma mère, si elle voyait la même chose que moi, puis elle n'a pas bougé, elle n'a pas réagi. Et cette présence-là de mon père, de son essence, de son esprit, était en train de nous dire « Je suis bien, c'est merveilleux ». Puis il était espiègle, ce qui ne me surprend pas venant de mon père. Et c'est exactement comme s'il avait 4 ans. 4 ans. Il était dans cette espèce d'âge... tu sais, à 3 ans, tous les enfants sont des poèmes sur 2 pattes, tu comprends? À 4 ans, c'est encore des poèmes sur 2 pattes, mais là, ça commence à comprendre, puis à te poser des questions, puis là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, pourquoi, puis il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu comprends? C'est comme une espèce d'intermédiaire entre la béatitude de la petite enfance et on commence à devenir un être humain qui commence à raisonner, avoir la capacité de raisonner, tout ça. Il était exactement comme ça lorsque cette manifestation-là était dans cet état-là. Puis je te mens pas, c'est comme s'il venait me tirer le gilet en me disant « Hey, je suis là, puis je suis content, je suis heureux, je m'amuse, c'est extraordinaire, je suis bien. » Et puis tu vois, j'ai pas de difficulté à le croire, à croire ce que j'ai ressenti,
Parce que cette béatitude-là, je l'ai vécue des années plus tard, de mon côté, dans ce qu'on vient de relater tout à l'heure. Alors, c'était absolument extraordinaire. Alors, le deuil, pour moi, de mon père, c'est sensiblement consommé à ce moment-là. Lors de l'enterrement, bien sûr, c'est pénible, mais euh, j'étais pas dans l'état de détresse émotionnelle que je pensais vivre. Je voyais, mon père a été incinéré, alors je voyais les petites boîtes en avant, et puis j'étais plein Mais de sérénité. quelque part, tu étais rassuré parce que tu Oui, avais vécu, oui, hein. exactement. Ouais. J'étais rassuré. Je savais que mon père n'était pas dans cette petite boîte. C'est les ossements broyés, hein. Lorsqu'on incinère, les gens, on brûle. La chair brûle. Il reste pas de cendre, hein. Ce qui est dans les petits paquets, on peut mettre ça, puis c'est un fertilisant pour votre potager, votre jardin, pour vos arbres, hein. Ben ouais. C'est de la poudre d'os, hein. Mm. Alors, bonsoir le romantisme de la crémation, là. Mais, mais c'est ça. Alors, j'étais pas du tout en détresse. Bien sûr, il a fallu que je prenne mon espace, mon air. J'ai dû sortir de la maison parce que après la cérémonie, on est revenu chez nous. Puis j'ai dû aller prendre l'air parce que j'étais pas capable. Il y avait trop de gens qui parlaient, puis j'étais pas dans cet état d'esprit. Tu sais, parfois, tu sais, ça arrive souvent, les gens quittent quelques moments, quelques instants. Alors, je suis allé prendre l'air, et puis c'est ça. Alors, c'était ça. Et mon père est revenu beaucoup plus tard dans ma vie. Je me permets de faire si tu veux, je pourrais conclure avec ça. Euh, Ce n'était pas mon père en état de petite boule de lumière heureuse, là, tu comprends? C'était comme, je ressentais que c'était mon père comme je l'avais connu. Donc, ce qui n'était pas le cas lors de son décès, parce que son corps et son esprit étaient dans deux espaces différents, à deux moments différents, tu comprends? Mm. C'était mon père, et c'était au moment où j'avais fait des démarches personnellement pour retrouver ma mère biologique. J'ai été adopté, et puis, bon, suite à mon vécu, etc., bon, j'en passe et des meilleurs, j'en suis venu à la question suivante, qui suis-je? Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi j'ai moi-même établi un tabou là-dessus? J'en ai parlé avec ma mère adoptive, puis elle était très réceptive, elle dit, ben oui, tu as le droit de connaître d'où tu viens, puis tout ça. Alors, j'ai entamé les démarches. Et tout à coup, au moment où on m'a informé que ma mère biologique était toujours vivante et que le dossier, si je voulais poursuivre le dossier de façon personnalisée, c'est-à-dire demander, lui proposer une rencontre, que je puisse la rencontrer, ou si je voulais simplement lui envoyer des informations pratiquement statistiques, là. Bon, poids, cheveux, métier, vécu, un petit peu comme ça, tu comprends? Et puis je dis non, ben, j'aimerais mieux la rencontrer si elle le souhaite. Alors, il y a eu un délai, c'était durant le temps des fêtes que ce délai-là a eu lieu. Et à chaque soir, à chaque nuit, je rêvais de mon père adoptif, qui venait comme dire, c'est correct, ça va bien aller, inquiète-toi pas. Mm. Et puis, c'était tellement prenant comme expérience que c'était, comment est-ce que je pourrais dire? C'était plus du registre, dans le registre du songe, si tu veux. Tu sais, c'était pas juste un rêve comme ça. Tu sais, il y a des choses comme ça, quand on rêve, oui, là, je viens de rêver, mais là, oui, il y a des rêves intéressants, il y a des rêves amusants, il y a des rêves qui sont très prenants, mais parfois, il y a comme une coche au-dessus de tout Mm. ça. Ouais, Puis, je vois ce que oui, tu veux dire, ouais, parce que j'ai tu comprends? vécu ce genre de choses aussi là, Oui, après la mort de mon père, et ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. OK. Et là, justement pas, un soir, il était tard, et puis j'étais pas encore couché. Je ne te mens pas, j'ai senti arriver. Je l'ai senti arriver. Il est arrivé juste au-dessus de la porte de ma chambre.
comme s'il passait au travers, mais c'était pas visible, là. C'était un ressenti. Je ressentais la présence qui arrivait, puis qui était là, puis qui venait me voir. Puis là, je disais, bon, OK, c'est vrai, je vais me coucher. Tu sais, c'est l'heure du sommeil. Alors, je me suis couché, et puis j'ai rêvé à mon père, et puis c'était correct, c'était comme ça. Jusqu'à ce que je reçoive la réponse de ma mère biologique. Et puis là, ça a été le début d'une autre histoire, finalement. Une rencontre a eu lieu. J'ai connu un peu l'histoire inconnue de l'individu avant son adoption, tu comprends? Et puis, j'ai trouvé ma mère biologique mariée à mon père biologique, puis avec un frère biologique et une sœur biologique. Alors, c'était absolument merveilleux. Et puis, bon, c'est ça, ça ressemble, tu vois, une chose en amenant toujours une autre. Et puis, mais tu vois, essentiellement, c'est C'est ça. souvent comme ça, Bruno, hein, Oui. souvent. Hein. Puis, mon père est revenu depuis, je dirais peut-être 1 an maintenant. Et il vient dans mes rêves, une fois de temps en temps. Puis, il y a ma mère aussi dans ces rêves-là. Et la première fois que j'ai vu mon père en rêve, il était à moto. Probablement mon père n'a, à ma connaissance, peut-être a-t-il eu une moto lorsqu'il était dans la vingtaine, tu comprends? Et là, il venait, puis là, mais il venait pas pour moi. Il venait avec ma mère embarquait sur la moto et tous les deux s'en allaient. Puis là, moi, je me retrouvais tout seul. Et là, j'ai commencé à. Je me suis dit, bon, ben, instantanément, en me posant la question, qu'est-ce que ça voulait signifier? Je me suis dit, ben, mon père vient chercher ma mère, il vient annoncer qu'il va accueillir ma mère, tu comprends? Oui, Ma mère qui est ouais. âgée. Mon père est décédé en 96, comme je te dis, mais on se parle, on est en 2014. Alors, ça fait un certain temps. Et c'est arrivé à plusieurs reprises comme ça, que mon père était là, puis qu'il n'était pas là pour moi et que ma mère était là aussi et que c'était pour ma mère qu'il était là, dans un rêve que moi je faisais. Alors, peut-être que évidemment, c'est moi qui est à la barre, si tu veux, de mon propre inconscient. Disons, bon, c'est peut-être comme ça, peut-être que c'est pas comme ça. Mais au niveau symbolique, au niveau de la signification de ces rêves-là, je suis peut-être en train de réaliser tout simplement que ma mère va décéder un jour, vu son âge avancé maintenant. Ce n'est pas Que une c'est une sorte impossibilité, de, hein. oui, une sorte de préparation. C'est ça, je me prépare tout simplement à ça, en Étant utilisant les donné symboles étant d'un et donné l'autre. qu'ils ont été tes parents adoptifs, ils te préparent en te disant petit à petit, bon, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper d'elle en quelque sorte, quoi. Hein. Oui, exactement, exactement. Que ce soit comme, comment je pourrais dire, que ce soit réel, que ce soit vraiment ça qui se produit dans ces rêves-là, ou que moi, mes rêves, comment je veux dire, mon inconscient me, me fait aligner ces signes-là dans un rêve pour me rappeler à la réalité qu'effectivement, ma mère est très âgée et qu'elle peut décéder euh, pratiquement d'une semaine à l'autre ou dans un très court laps de temps parce qu'elle est quand même affaiblie et pour toutes sortes de raisons médicales aussi qui sont privées. Mais c'est peut-être ça aussi, c'est que ne le réalisant pas dans la vie de tous les jours, ben là, ça se, ça s'im- Ah, ça je s'impose. Ça comprends ce que tu veux s'impose. dire. Ouais, ouais. Oui, ça s'impose de façon onirique, tout simplement. Ça peut être ça aussi. Il faudra demander à un psychanalyste. Mais je pense pas qu'il fasse quoi que ce soit de Et c'est la gratuit. dernière. On pourrait dire que c'est la dernière personne au monde. Comment dire pour laquelle tu t'attaches, pour laquelle tu es attaché, on pourrait dire. Exactement. Je vais Et faire une que. confidence. Oui, Ouais. exactement. La seule personne qui compte, ça demeure elle, ça demeure ma mère. Et c'est ça qui est tragique. Tu sais, lorsqu'on est dans la vingtaine et puis que tout à coup on trouve une dame plus âgée, sympathique. Aujourd'hui, c'est merveilleux. On vient de on vient de compter un but extraordinaire auprès d'une cougar. Hein. C'est merveilleux. Mhm. Mais je me souviens lorsque j'étais dans la vingtaine et qu'on
on trouvait sympathique et attirante une femme de 40 ans, 42 ans. Oh là là, on cherchait notre mère, hein? Ah, Ouais. c'est psychologique, il recherche sa mère. Puis pas du tout, pas du tout. Mm. C'est de la foutaise, tout ça. Alors, puis c'est ça, je constate, c'est très grave ce que je vais dire, Mm. mais je m'ouvre, là, alors je le dis, je, Bah là, j'ai, je peux te j'ai, dire qu'on s'est ouverts tous les deux là ce soir, oui, hein. tout à fait, nous sommes, en espérant que nous n'ayons pas En lâché devant, espérant n'est-ce pas? que les auditeurs ne sont pas en dépression au moment où on parle là. Non, Parce non, non, que non, non, il n'y a là, pas des, c'était pas non, gay, mais c'est comme non, ça. Ça fait partie de la vie, hein, de toute oui, façon, hein. c'est ça. Tu vois, moi, bon, bon, j'ai passé le 50 ans, là, OK? C'est derrière moi à 50, là. Je suis dans la décennie 50, là. Et c'est un avis qui, finalement, n'a de valeur que pour mon expérience de vie à moi. Mais finalement, ce que j'ai vécu auprès de partenaires, de mes ex et tout ça, et ce que je vis en général dans la vie de tous les jours auprès des femmes et auprès dans mes relations amoureuses, la façon dont elles évoluent et qu'elles se terminent, il y a une fragilité, il y a quelque chose d'éphémère qui n'est pas là dans une relation euh, avec notre mère ou avec notre père, si tu veux aussi. Et c'est là que je pense que se trouve le véritable grand amour. C'est auprès de nos parents, lorsqu'on est un enfant, tu vois. Mm. Et c'est quelque chose de sacré. Et c'est pour ça qu'il y a tant de misère dans le monde. C'est que il y a peut-être trop de parents qui ont beaucoup de difficultés à remplir le rôle de parents aimants auprès de leurs enfants, d'un amour inconditionnel auprès de leurs enfants. Parce que moi, je me souviens, j'ai des souvenirs de ma petite enfance. J'ai quelques souvenirs vraiment de ma petite enfance. Et c'était ça qui était l'univers, qui était la réalité, c'était l'amour de mes parents. Bah oui. Tu vois? Alors, après coup, c'est certain qu'on peut essuyer des difficultés et de graves déceptions amoureuses parce que le lien avec le parent, l'amour des parents ne peut pas se répercuter de la même façon avec sa conjointe, par exemple, ou si on est une Mm. femme avec son conjoint, ou peu importe le sexe de qui, ça n'a pas aucune importance. Et c'est là que se trouve le véritable amour, tu comprends? L'amour que moi, j'ai reçu d'une fillette, comme je te disais tout à l'heure, est extraordinaire. Puis l'amour que je pouvais lui offrir était une surprise pour moi. Je ne savais pas que j'avais cette capacité-là de pouvoir aimer un enfant comme un enfant doit être aimé par affection, par attention, par le jeu, par la communication, par l'enseignement passif, si tu veux, que constitue de prendre du temps de qualité à jouer avec, d'avoir des conversations, d'avoir ce que j'appelle nos gags internes avec cet enfant-là. C'est ça qui construit l'individu et c'est ça qu'on recherche tant, c'est de retrouver ce paradis perdu qu'est l'enfance. Bah oui, Et hein. j'irais peut-être plus loin, ce qu'on recherche à retrouver, c'est cette espèce de béatitude absolument extraordinaire dans lequel on baigne avant d'arriver sur Terre et dans lequel on retourne après y être passé. Tu Voilà. comprends? Voilà. Tu sais, peut-être que l'enfer, c'est la Terre. Tu Eh comprends? oui, oui, Et oui, 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 oui. on vient faire notre temps ici, on vient apporter la présence de l'esprit, et on vient apporter la présence de l'intelligence, si on peut appeler ça comme ça pour les êtres humains, tu comprends? Ceci étant une ironie, mais je pense qu'au fond, ça se joue là-dedans. Là, regarde, je te dis ça. Hein? C'est mon expérience personnelle, c'est mon impression personnelle. Et puis moi, je pense pas, là je le dis, moi je pense pas pouvoir aimer à nouveau euh, autrement que sur des bases sociologiques, d'attirance intellectuelle, sexuelle ou quoi que ce soit. Le véritable amour, je pense il va survenir avec l'arrivée des enfants
d'un enfant et qui, là, lui, sera le catalyseur total. Là, tout l'amour que l'on a va pouvoir se manifester, être dirigé vers l'enfant et illuminer le reste de la relation. Mais évidemment, je peux être en train de délirer totalement et parfaitement. D'ailleurs, je vois une ambulance blanche par la fenêtre et deux monsieur habillés de blanc qui se dirigent vers la porte. Je crois que je devrais aller me cacher, Olivier. Non, non, c'est pas pour toi, rassure-toi. Oh, évidemment, je blague, là, je blague. Ouais. Eh bien, mon Dieu, je n'aurais jamais cru Eh me bien, confier écoute, de sur cette cette façon-là. petite note d'humour, on va terminer l'émission. Oui, je vais aller mettre ma camisole de force. Voilà, moi aussi, hein, par la même occasion. Et Parfait. puis, ben, en tout cas, je te remercie énormément de t'avoir confié comme ça à ce point-là. Ben, merci d'avoir écouté, puis merci de t'avoir confié, toi aussi, habituellement, C'était vraiment un l'animation. très très bel échange, hein. Vraiment, ça Oui, m'a fait plaisir. C'était une belle émission. moi aussi, je pense que oui. Je pense que les gens vont l'apprécier. Parce que le rôle de l'animateur, c'est de permettre à un invité de s'ouvrir. Et puis, tu as parfaitement réussi ce cas-ci, même que tu t'es ouvert toi aussi dans le processus. Alors, Alors, que demander de plus? Alors, c'est le César. Le j'essaye de César. faire en sorte que ça se passe bien et j'espère que les auditeurs auront compris et que le message sera passé. Oui, il va falloir te décerner un prix pour ça. J'ai dit les Césars, mais les Césars, c'est pour le C'est à toi cinéma, qu'il faut c'est te autre chose. décerner un prix, c'est pas à moi, c'est à Mais non, toi. c'est toi l'animateur, c'est ton émission. C'est toi qui remporte le prix. Tu sais, parce que tu réussis à amener Bon, tes on invités. partagera le prix, alors on se le prêtera, hein. Parfait. Bon. J'espère que si c'est comestible, qu'on pourra manger le gâteau ensemble à ce moment-là. Voilà, ouais. En tout cas, merci énormément, Bruno. Je Merci te à dis à toi. bientôt, car Oui, j'espère qu'il y aura un bientôt. Et puis voilà. oui, une quatrième entrevue peut-être. On verra si le public le réclame. On pourra Oh, je aviser. pense que oui, hein, je pense que oui. Faudra se trouver des sujets à ce moment-là. Je pense que j'ai un petit peu épuisé les ressources. Pas tout à fait. Oui, il y a toujours des sujets, t'inquiète. Oui, oui. Un verbomoteur, il faut toujours se méfier d'un verbomoteur. Il y a toujours quelque chose à dire, hein. Merci, Bruno. Merci Olivier, puis merci à ton Salut. public. Au revoir.